Toutes et à tous. Donc, cette dernière présentation va se concentrer sur la modélisation semi-distribuée pour la simulation des étiages, avec une comparaison de 4 modèles hydrologiques sur le bassin versant de la Meuse. Camille se chargera de la deuxième partie de la présentation et moi je vais me charger de la première. Donc, c'est un travail qui a impliqué principalement 4 des partenaires du projet, l'Université de Lorraine, EDF, le BRGM et INRAE. Et bien sûr, aussi Météo France, puisqu'on a utilisé les données de Météo France. Donc, c'est dans le cadre du Work Package 3. La problématique principale, c'était quel apport de la modélisation spatialisée pour la modélisation des étiages. Et donc, on a travaillé sur un cas d'étude du bassin versant de la Meuse à chaud, avec 4 modèles d'origine, comme je viens de le dire. Donc, ça, c'est le point de la présentation. Elle est suffisamment courte, je vais faire pour vous détailler. Donc, le bassin versant de la Meuse représente une surface de plus de 10 000 km². C'est un bassin transfrontalier qui est à la fois en France, en Belgique et un tout petit peu au Luxembourg. L'exutoire se trouve juste en amont de la frontière belge, donc à Chaux, au niveau de la centrale nucléaire de production d'électricité. C'est un bassin qui est peu peuplé, considéré également comme peu influencé. Et c'est un bassin assez atypique. Il a une forte dualité entre la partie amont et la partie aval, avec des différences assez marquées. Donc, si on décrit un peu en amont, donc on a un long corridor qui résulte de captures à l'est vers le bassin de Louis-Turin et à l'ouest vers le bassin de la Seine, avec un relief de plateau, des terrains sédimentaires, avec une alternance de marne et d'argile et de calcaire parfois cartifié. Donc le caractère karstique va être important quand on va considérer la semi-distribution et expliquer pourquoi ce bassin est intéressant pour la semi-distribution. En termes d'occupation du sol, on est plus en culture et en prairie. Alors qu'à l'aval, on a une région qui est dominée par le massif ardennais, un massif ancien très érodé, surtout schisteux, et en termes d'occupation du sol, là on a une prédominance de la forêt. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plateforme Prémisse utilise actuellement des modèles globaux, donc 4 versions des modèles qu'on a utilisés aussi dans cette étude. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la distinction entre les deux, on fait un petit rappel ici. Donc, à gauche, vous avez un schéma qui représente donc, le modèle global. Donc, on considère le bassin versant comme une seule entité hydrologique qu'on considère qui a une réponse homogène à une entrée en précipitation et en évapotranspiration potentielle. Alors qu'à droite, on essaie de mieux considérer l'hétérogénéité du bassin en découpant le bassin versant en sous-bassin versant, avec des stations de jaugage qui sont représentées par les points noirs. Donc là, on essaie de mieux en prendre en compte à la fois l'hétérogénéité des données d'entrée, donc pluie et EDP, et également la réponse hydrologique pour chacune des mailles de ce bassin. Donc ça donne sur le bassin versant de la Meuse le découpage que vous avez à droite, avec donc 46 mailles on avait une surface cible de autour de 300 km². Donc voilà, donc on a ces 46 mailles et on a utilisé donc 7 stations de jaugeage un peu disséminées sur le bassin et aussi 6 piézomètres pour les niveaux de nappe. En termes de modèle hydrologique, donc on en a déjà présenté 2 aujourd'hui dans les présentations précédentes, donc GRSD en bas à gauche, développé par l'INRAE, et Présage en bas à droite, développé par l'Université de Lorraine. On en a rajouté 2, Mordor TS, qui est modèle développé par EDF, historiquement par Rémi Garçon et après par notre collègue à EDF. Et Rameau, qui est l'évolution du modèle Gardenia, qui est actuellement dans la plateforme Prémisse, qui avait été développé par Dominique Thierry au BRGM, et puis ensuite repris par Jean-Pierre Weill. Nous aurons une présentation cet après-midi. Une des distinctions principales, ou en tout cas importantes pour cette présentation aujourd'hui, c'est ce que vous présentez avant tout à l'heure, c'est la prise en compte des échanges interbassins souterrains. C'est possible avec Rameau et avec GRSD, alors qu'actuellement, les versions Mordor TS et Présage ne les prennent pas en compte. Et pour les échanges karstiques, théoriquement, les modèles Rameau et GRSD peuvent les prendre en compte, puisqu'ils ont un flux dans leur modèle qui permet de faire ces échanges. Pour les données, on a utilisé l'analyse Safran, donc produite par Météo France. Les précipitations avaient été corrigées dans le cadre du projet Chimère 21. Donc, on a réutilisé ces versions corrigées et on a utilisé le TP avec la formulation de Penman 6. Les débits sont issus de l'hydroportail. Et il y a une critique des débits qui a été effectuée, donc notamment des travaux sur l'incertitude qui seront présentés cet après-midi par Didier, donc collègue de l'Université de Lorraine. Et donc sur les cartes qu'on voit à droite, les moyennes annuelles, on retrouve bien cette dualité avec la partie aval du bassin qui est beaucoup plus arrosée que la partie amont, et aussi cette dualité aussi sur les températures.
On a renouvelé également le calage, donc la stratégie de calibration pour qu'on ait aussi peu de différences que possible et que ce soit vraiment, on se concentre sur les concepts en fait qu'il y a dans le modèle, que ce soit les seules différences. Donc on a utilisé ce maillage de 46 mailles que je vous ai déjà présenté avec les 16 stations de chauffe, les stations hygrométriques. On a utilisé un motif de calage amont-aval, donc on cale d'abord la partie amont du bassin aux stations de chauffage, puis de proche en proche en allant vers l'aval. On détermine au fur et à mesure les paramètres de notre modèle jusqu'à arriver à l'exutoire. On a utilisé des fonctions objectifs, des critères de calage qui se focalisent sur les bas débits, donc qui sont ici sur les slides, donc un KG sur la transformée des débits, un H sur le régime journalier, et un troisième critère qui dépendait un peu des modèles entre une contrainte sur le TR, qui était possible dans Rameau et dans GRSD, et sinon le KGE sur les débits non transmis. Voilà. Il y a aussi un exercice de prise en compte des piézomètres qui a été fait pour Mordor et pour Rameau, mais qui ne sera pas présenté aujourd'hui. Maintenant, je vais la parole à Camille qui va vous présenter les résultats. Merci Thibaut. Alors là, je vais passer à la partie maths. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un pointeur? C'est bon, vous voyez la souris. Alors, on va passer à la partie présentation des résultats. Et donc, on va regarder d'abord la performance de nos modèles en termes de KGE Q puissance 0,2. Donc, c'est un des critères de calage que Thibaut a mentionné, axé sur les bas débits. Donc, ce critère, plus il est proche de 1, mieux on reproduit les débits observés. Donc, ça nous permet de mesurer un écart entre les débits observés et les débits simulés. Donc sur la première figure, ce qu'on regarde, c'est donc pour chacun des modèles, sur chacun des modèles Présage, Mordor, GR et Rameau que vous voyez spécifiés par une couleur différente, on regarde la performance des modèles sur des périodes de calage et de validation, et ça nous permet d'apprécier la robustesse de nos modèles. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les critères en calage et en validation sont assez satisfaisants pour tous les modèles. Donc, ces boxplots permettent de rassembler l'ensemble des 16 stations de calage sur bassin. Donc, maintenant, si on regarde sur le graphe de droite, on regarde plus précisément en abscisse chaque station de calage du bassin. Et on remarque qu'on a des performances entre les 4 modèles qui sont assez similaires à l'aval et un peu plus dispersées à l'amont. Une deuxième chose qui est intéressante de montrer ici, c'est qu'on a comparé donc, les performances de nos modèles distribués à celles de leurs versions globales qui sont disponibles sur Prémisse. Et on l'a comparé donc à chaud, c'est montré par les points rouges sur la figure de droite. Et donc on en conclut ici qu'à chaud, en tout cas, on a des performances comparables entre les versions globales et semi-distribuées de nos modèles. Donc voilà, là, sur cette deuxième partie performance des modèles, on représente les débits annuels observés donc en noir et simulés par nos 4 modèles dans les versions colorées à 2 stations sur le bassin. Et ce qu'on remarque, c'est que les débits annuels sont globalement cohérents entre eux, donc entre modèles et avec les débits observés. Donc là, sur ce deuxième graphe un peu dense, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ce qu'on représente, c'est encore les écarts entre les débits simulés par les modèles et les débits observés en 2022 pour plusieurs stations et pour nos 4 modèles. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les modèles ont tendance à surestimer ou sous-estimer les débits aux mêmes périodes et aux mêmes stations. Donc, on a une cohérence globale entre nos modèles. Donc maintenant, on va passer à une partie un peu plus spécifique aux étiages. Donc là, ce qu'on représente sur ces 3 stations du bassin, ce sont les débits minimaux annuels. Donc toujours en noir les observés et en coloré les 4 modèles. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur certaines parties du bassin, par exemple sur la Chière à Carignan ici, sur les années récentes, on a une tendance à sous-estimer les étiages qui est suivi par les 4 modèles. Donc pour ça, on a un peu réfléchi, on a vu plusieurs origines possibles qui restent encore à explorer, mais parmi ces causes possibles de sous-estimation, on peut citer les influences anthropiques sur les aquifères qui ne sont pas directement pris en compte dans notre travail. On peut citer les incertitudes sur les forçages météorologiques, ou encore questionner la robustesse de nos modèles en climat changeant. Donc on a une deuxième partie de l'étude
entre 2010 et 2020 qui est plus chaude que la partie plus ancienne entre 2000 et 2010. Et enfin, on a des karstes sur le bassin qui ne sont pas représentés directement par tous les modèles. Donc tout ça, ce sont des problèmes en fait pour l'hydrologue et il est intéressant de noter que ce ne sont pas des problèmes qui sont spécifiques à la modélisation semi-distribuée. Donc maintenant, si on regarde encore une fois notre étiage 2022, on zoome ici sur deux stations. À gauche, c'est chaud, donc l'exutoire, et à droite, c'est plus en amont, à Boncourt. Donc là, on est entre à peu près juin et septembre 2022. Et ce qu'on regarde, donc en noir, le débit observé, en coloré, toujours les différents modèles. Et pour chaque modèle, on a trois courbes qui représentent en fait trois périodes de calage différentes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que en fait, l'incertitude sur la modélisation de l'étiage est plus variée et plus grande entre les modèles, donc si on choisit prémisse ou rameau ou autre, que l'incertitude des modèles des modèles vis-à-vis de leur propre période de calage. Donc en fait, selon les stations, on voit que les modèles ont des capacités plus ou moins bonnes à simuler les batteries d'étiage. Donc là, on peut se questionner sur une approche peut-être multimodèle pour profiter de la capacité de tous les modèles à modéliser les étiages. Et enfin, encore pour relier donc, avec la plateforme Prémisse, sur la station de gauche en pointillé rouge, on a tracé donc, le débit, l'étiage 2022 pour les quatre modèles dans la version globale et on englobe en fait les résultats semi-distribués. Donc, on est encore une fois cohérent avec Prémisse. Donc voilà, comme on est en modélisation semi-distribuée, l'un des intérêts, c'est quand même d'avoir en fait des points de débit, de prévision à plusieurs endroits sur le bassin, y compris aux stations où on n'observe pas où on n'a pas de données observées. Et donc là, ce qu'on trace, c'est les débits pour le mois d'août en 2022 pour les quatre modèles sur tout le bassin. Et on remarque en fait une cohérence entre ces modèles, en tout cas à vue d'œil. Je passe un petit peu. Et enfin, le dernier point qu'on voulait souligner pour cette présentation, c'est un petit focus sur le bilan hydrologique. Donc, Thibaut a mentionné tout à l'heure qu'on a deux de nos quatre modèles qui ont une composante en plus, à savoir une évaluation en fait, des pertes des échanges souterrains interbassins. Donc, c'est les deux de gauche. Et donc, en fait, quand on regarde les pertes hydrologiques sur le bassin, pour ceux de gauche, on inclut les pertes vers l'atmosphère et le souterrain, et pour ceux de droite, on inclut les pertes vers l'atmosphère. Et si on regarde le bilan des pertes, on est censé tomber sur quelque chose de cohérent pour les quatre modèles. Et donc, c'est à peu près le cas quand on regarde en bleu les valeurs moyennes sur le bassin. Bien sûr, on a des spécificités, mais par exemple, c'est intéressant de noter que tous les bassins vers l'amont, on est dans les tons plus jaune-orangé. C'est-à-dire qu'on a des pertes plus élevées vers l'amont qui se retrouvent sur les quatre modèles. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'un premier point qui est intéressant de mentionner, c'est qu'on a un cas d'étude Meuse assez intéressant en fait pour éprouver la modélisation semi-distribuée, parce que c'est un bassin qui est complexe. Donc on a, comme disait Thibaut, la présence de karstes, on a une variabilité spatiale, géologique et météorologique sur le bassin, avec une distinction plutôt amont-aval. Et aussi une variabilité du couvert végétal. Donc, tout ça influe sur l'évapotranspiration et les écoulements souterrains. Donc, en fait, ce cas d'étude Meuse, qui est assez petit, c'est potentiellement un terrain de jeu intéressant pour les futures actions sur les verrous scientifiques en modélisation hydrologique. Donc voilà, en conclusion, on a 4 modélisations semi-distribuées aux performances comparables et cohérentes spatialement sur le bassin. On a des simulations de débit à des points non jaugés qui nous est apporté par la modélisation semi-distribuée et des performances comparables à chaud avec leur version globale disponible sur Prémisse. Les écarts qu'on a observés à l'étiage dépendent de la période et on a des biais analogues entre les modèles, donc on a des origines à investiguer que j'ai mentionnées tout à l'heure pour expliquer ces écarts.
Et enfin, donc on a deux modèles qui proposent une évaluation des flux souterrains interbassins. Donc ça, c'est un axe intéressant à souligner parce que c'est un axe en développement du côté de la modélisation hydrologique conceptuelle, de prendre en compte un souterrain un peu plus réaliste et de l'incorporer dans la modélisation. Voilà, merci à tous. Merci aussi au reste de l'équipe pour leur travail, pour ce travail de comparaison